trois écotypes de maralfalfa que vous avez ici. Vous avez un écotype qui est particulièrement anthocyané. Vous voyez la couleur. Ça, c'est un peu violette. Je l'ai rapporté de l'Inde. Donc, je l'ai mis dans un dispositif d'observation en confinement pour voir un peu quel était son comportement et est-ce qu'il a un avantage par rapport aux autres espèces. Donc, j'ai une autre obtention qui est verte comme ça, qui est venue d'Inde, qui fait partie du chemin dans le dispositif expérimental. Plus une maralfalfa d'origine qu'on connaît au Burkina, qui a été introduite au Burkina dans les années 2010 et qu'on a toujours, c'est ce que vous avez derrière vous. Donc ici, on a récolté ça totalement le 29 décembre. Donc ce que vous voyez ici là, c'est une production de biomasse à compter du 30 décembre jusqu'à maintenant. On n'a plus recoupé. Donc on a laissé, quand il y a l'eau, comme on n'a pas assez d'eau, on arrose un peu. Et vous voyez même la différence de développement là, c'est lié en fait au fait que par là-bas il y a plus d'eau que par là. Voilà, donc parce que le rapport d'irrigation vient de là-bas, donc ça n'atteint pas sur cette petite parcelle là. Et c'est pour ça que vous voyez un gradient de développement qui va vers là-bas. Sinon, si vous avez l'eau, on peut produire énormément de biomasse pendant la saison sèche là pour nourrir les animaux avec ça. Il aurait fallu faucher ça par exemple, on aurait pu couper ça, comme on a coupé en fin décembre, on aurait pu couper ça à la fin février, on aurait pu couper ça encore en fin mai pour nourrir les animaux. Et ça repart. Vous voyez, si vous voyez comment ça refait des repousses, vous voyez comment ça fait des repousses. Chaque fois que vous coupez, ça fait de nouveaux tals et ça repart. Et il faut fertiliser également pour que le sol ne s'épuise pas par le bas. Donc ça, c'est une des cultures qui est très bien, qui peut marcher en saison sèche, enfin en conditions pluviales, c'est-à-dire que pendant la saison pluvieuse, de mai, juin jusqu'à octobre, vous allez avoir beaucoup de biomasse. Mais le problème, c'est que vous voyez, quand ça commence à faire des tiges comme ça, si vous donnez aux animaux, ils vont manger les feuilles et puis ils vont laisser les tiges. Donc, mais heureusement aussi, il y a la technique de broyage qui est là, avec les nouveaux broyeurs. On peut broyer ça et puis soit faire de l'ensilage ou bien servir directement aux animaux, aux frais. Et ça, c'est un des avantages de cette espèce-là. Donc pendant la saison sèche, comme on n'a pas d'eau, on peut le laisser comme ça à la merci de la nature. Il va essayer de végéter, les animaux peuvent rentrer, prendre un peu, et attendre la saison des pluies encore pour que ça redémarre. Mais là, vous n'avez pas les conditions optimales de production de maralfalfa. Il faut vraiment l'eau pour arroser en tout le temps. Et en saison sèche, vous avez vraiment toutes les conditions d'ensoleillement. C'est l'eau seulement qui manque pour que la production de biomasse soit optimale. Voilà. Et là, vous pouvez faucher à tout moment pour que ça ne se lignifie pas pour donner aux animaux. Voilà. Donc, il y a plusieurs autres options qu'on va pouvoir regarder. Donc, tout ça, c'est des espèces qui sont là pour nourrir les animaux. Ça, c'est un arbuste fourragé. Par exemple, ça, c'est une branche comme ça qu'on a coupée. Une branche comme ça. C'est comme ça, de cette taille-là. Qu'on a coupé pour faire un support. Et c'est devenu un arbre. Or, actuellement, là, si vous coupez ces feuilles-là, vous les séchez et vous incorporez ça dans l'alimentation des animaux, c'est très riche en azote. Ça peut vous faire économiser beaucoup d'argent en matière d'achat de tourteaux et tout ça, parce que quand on achète des tourteaux, c'est l'azote qui est dedans qu'on cherche. Il y a des feuilles, des arbres qui donnent de l'azote. Voilà. Il y a des espèces naturelles comme le pterocarpus, que vous voyez là, le grand ou celui-là. Celui-là, par exemple, c'est un des meilleurs arbustes fourragers que les éleveurs connaissent, qui est même protégé par le code forestier, pour que ça ne disparaisse pas. Oui, c'est protégé par le code forestier, pour que ça ne disparaisse pas. Ça fait du très bon fourrage. C'est pour ça que je vous dis que quelque part, dans la nature, il y a des éléments complémentaires, mais il faut gérer avec attention pour ne pas faire disparaître les espèces. Même comment on appelle, les Argentiga, Moringa, là, c'est des espèces qui sont très riches en azote. C'est vrai que ça ne suffit pas pour les hommes, mais si on sait produire ça beaucoup, on n'a pas besoin de mettre beaucoup dans la ration des animaux. 200 grammes, 300 grammes, 500 grammes au maximum. Et on a substitué notre tourteau et tout. Bon, donc c'est les alternatives qui sont disponibles. On peut toujours avancer. Voyez là par exemple ici. Ça c'est une parcelle de Bracharia brisanta, un Bracharia qui est d'origine africaine on va dire, mais qui nous est revenu du Brésil parce que c'est là où ils ont fait beaucoup de sélection
ils ont fait des croisements et ils nous ont ramené cette espèce-là. Donc vous voyez, ça on a récolté le fourrage en décembre. Et puis bon, avec les premières pluies, ça est reparti tout seul. Comme c'est un milieu de station de recherche, il n'y a pas des animaux qui viennent. Sinon, si les animaux la voient ça, mon Dieu, ils vont venir beaucoup en prendre. Au-delà de ce Brachyara byzantin, vous avez le panicum. Il y a deux variétés de panicum qui sont là, qui sont très intéressants. Je peux vous montrer la différence entre les deux. Vous avez un panicum avec des feuilles qui sont larges. Et vous avez un panicum avec des feuilles qui sont minces. Vous voyez par exemple, ce panicum là, c'est très bien. Jusqu'à Dori, vous pouvez le récupérer. Et ça marche. Jusqu'à Dori. Et ça tient. C'est celui-là qui aura du mal à s'installer à Dori parce que ses feuilles sont très larges. Ça va perdre beaucoup d'eau. Ça c'est panicum maximum P52. Mais qui fait beaucoup de feuilles. Sauf que ça, en termes de qualité, par rapport à ça, ça c'est plus riche que ça. Mais pour produire biomasse, quand on est dans des bonnes conditions de production comme ici, ça va produire plus de biomasse que ça. Parce que ça grandit, ça peut atteindre 1,50 m per hectare, alors que celui-là, maximum c'est 1 mètre. Mais il fait beaucoup de cales, il fait des feuilles minces, avec des tiges minces également, et c'est de la très bonne qualité de biomasse. Donc, il y a un certain nombre d'alternatives que nous mettons à la disposition des gens, mais on sait aussi que ce n'est pas facile parce que l'éleveur c'est un acteur économique. En fait, on ne peut pas seulement produire le fourrage, comme je l'ai dit, il y a une question de rentabilité derrière, une question de logique derrière. Et quand vous calculez le fait que quand je suis les animaux avec mon bâton sur mes épaules, je produis des millions par an sans investir dans le pâturage. Vous voyez, c'est la reconversion et pour mettre des millions pour produire du fourrage et nourrir les animaux, ce n'est pas la même chose. Donc c'est une activité économique, ça demande de l'organisation et ce n'est pas systématique. Il faut qu'on travaille avec les acteurs pour voir un peu la reconversion, la facilité, la rendre facile parce que tant qu'il n'y a pas la mécanisation, ça devient assez pénible. Donc tout ça, c'est des questions qui peuvent trouver des solutions pour permettre aux gens de développer la culture. C'est des espèces brésiliennes que nous avons eues avec le CEPAMAP. Le CEPAMAP avec ses partenaires brésiliens, quand ils ont importé les vaches là, c'était dans le cours d'importation des vaches, ils nous ont apporté 4 espèces fourragères que nous sommes en train d'évaluer. Ici nous avons la Convert 320, 330, c'est un Brachyara, mais c'est un hybride. Voilà, c'est un hybride de Brachyara. Là-bas, nous avons le panicum, un panicum qui est venu avec les brésiliens, avec des feuilles larges, mais c'est différent de celles qu'on a vues, du panicum qu'on a vu de l'autre côté. Et ça, vous avez le Brachyara mulatto qui est venu également. Donc, ça marche très bien. Et tout ça, dès qu'on a fini de récolter, on n'a pas arrosé, rien, c'est la pluie. Donc c'est les quelques pluies là qui ont permis ces repousses là qui sont importantes. Bon, mais comme nous sommes en milieu de station de recherche également, je vous ai dit, les animaux n'ont pas accès, donc ça ne bouge pas trop. Mais même si c'était un milieu réel, ça n'allait pas être comme ça, mais ça ne l'empêche pas de vivre quoi. Il va toujours régénérer dans le sol. Voilà. Donc, et vous avez à côté le panicum maximum C1 que je vous ai montré tout à l'heure, qui est vraiment très beau. Si vous mettez les animaux à l'intérieur maintenant, ils vont vraiment trouver leur compte. Il y a des solutions sur des petites superficies comme ça. Cette espèce-là, ça produit autour de 10 tonnes à l'hectare de matière sèche. Pendant les 4-5 mois, si on sème en juin, on va récolter au mois de septembre, octobre, quand les pluies vont être rares, on va être autour de 10 tonnes, 12 tonnes pour toutes ces variétés que vous voyez. Donc ça permet quand même, quand on sait qu'un animal il consomme 6,25 kg de matière sèche pour 250 kg de poids vif, donc rapidement, on peut facilement quand même sur un hectare arriver à nourrir 4 ou 5 bêtes pendant la saison sèche, quoi. Les 8 mois de novembre jusqu'à pratiquement mai. Voilà, on peut arriver à les nourrir. Donc il y a des solutions, seulement c'est difficile. Alors je vous ai parlé bien sûr de notre espèce fétiche, enfin pas fétiche, on va dire locale, que tout le monde aime et que les animaux aiment tant, c'est l'Andropogon guyanus. Voilà. Et qui fait l'objet de sélection, hein. C'est nous qui négligeons l'Andropogon guyanus. Au Brésil, ils sont en train de sélectionner de l'Andropogon guyanus
pour faire des espèces très intéressantes au point de vue fourrage. Voyez, ça c'est parce que c'est un milieu de station de recherche, les gens n'arrivent pas à venir récolter le séco. Mais imaginez-vous, avant que ça ne devienne du séco, c'était vraiment du fourrage tendre, hein, comme ça. C'est du fourrage tendre comme ça. Donc c'est une question de gestion. Si on veut faire du fourrage, on ne le laisse pas faire comme ça. On coupe, on met les animaux pour pâturer et ça évite d'avoir des longues, des grosses tiges comme ça. Parce que quand c'est des grosses tiges comme ça, bon, même si on broie pour donner aux animaux, ils peuvent ingérer, mais la digestion un peu n'est pas intéressante. Voilà, donc il vaut mieux récolter avant que ça ne devienne des tiges comme ça. Donc ça, c'est le Brachyra euryzoeus, c'est une autre espèce que j'aime bien, qui forme un tapis. Malheureusement, on n'a pas pu le récolter cette année, donc vous voyez ce que ça donne. Nous aussi, on a, dans les essais qu'on a ici, là, on peut atteindre les 7-8 tonnes de matière sèche à l'hectare. Et ça ne meurt pas, c'est pérenne, vous voyez. Il a l'air d'être enfui dans l'herbe, mais il va sortir bientôt avec les pluies, là. C'est reparti comme ça. Donc ça fait ça va être la 4e saison que cet essai a été installé. L'Andropogon guyanus, ça c'est un Andropogon guyanus de 4 ans, 4e année comme ça. À partir des grains, hein, à partir des diaspores, c'est même pas les choses. On a semé. On n'a pas fait des éclats de souche, on a semé. On peut faire des éclats de souche aussi, mais c'est plus pénible. Le semis est très facile et on a formé beaucoup de paysans qui ont fait ça dans leurs champs, c'est vraiment beau. Ça contribue à améliorer, à lutter contre l'érosion hydrique, on va dire. Et ça produit également du fourrage pour les animaux et ça donne du séco, hein, pour les gens qui en ont besoin, pour les hangars, pour d'autres utilisations artisanales et tout ça. Donc, et en même temps, vous voyez cette sacrée biomasse. Ce que nous on voit en haut, il y a presque autant dans le sol. Et quand on parle de la séquestration du carbone, ça c'est des potentialités importantes. Parce que cet Andropogon guyanus, il séquestre énormément du carbone dans le sol. Énormément de carbone dans le sol. Et ça c'est chaque année que ça séquestre comme ça. Chaque année. Donc, si on veut également dans les projets du climat, là, Fonds vert pour le climat, il faut qu'on mette les cultures fourragères parce que c'est des éléments déterminants pour pouvoir également fixer du carbone dans les sols. Voilà. Et même aussi pour servir utilement à l'élevage. Donc il y a un certain nombre d'autres alternatives, on ne pourra pas tout voir. On a également des espèces qu'on peut associer dans les champs pour nourrir les animaux, mais aussi produire des aliments. Hein. Ça c'est le Casanus, où on appelle le pois d'Angole. Il y a énormément de la sélection sur le Casanus. Dans le monde, il doit y avoir plus de 200 variétés de Casanus, pois Cajan. C'est vrai que malheureusement au Burkina, les gens ne connaissent pas trop le pois Cajan, mais il y a un marché mondial de pois Cajan. En Inde, par exemple, c'est un aliment de base. Si vous allez en Colombie, vous allez à Cuba, par exemple, c'est le repas de Noël à Cuba. Le pois Cajanus avec du mouton gras, c'est ce qu'on sert à Noël pour manger, c'est très important. C'est un oléagineux qui est très intéressant. Je vais voir s'il y a quelques poussons, on va avoir des graines. Cette variété est particulièrement des graines blanches. Et quand vous les préparez, c'est très bon à l'alimentation, quoi. Et je pense qu'il y en aura, ou alors je trouverai des graines de ça au bureau. Parce que comme la pluie a battu, ça a commencé à pourrir un peu, quoi. Sinon les goûts sont là, ça fleurit normalement, c'est parce qu'on n'a pas d'eau. Sinon si avec l'eau, pendant la saison sèche là, ça allait vraiment faire beaucoup de biomasse. Et les animaux mangent et les hommes aussi vont trouver leur compte sur les gousses là. Ça ce sont les graines. C'est vrai qu'elles ne sont pas très agréables. Donc, vous voyez les graines, elles sont bien blanches comme ça. Et ça se consomme. On peut préparer ça comme le haricot, avec le riz, avec le maïs. Voilà, pour consommer. Et c'est très bien. Voilà. Donc il y a toute une multitude de variétés de ça qu'on peut mettre dans les champs. Vous voyez, ça profite. Ça évite que les champs soient nus. Voilà. Quand ça a des racines et en même temps les feuilles qui tombent vont pourrir, vont incorporer le sol et générer la fertilité du sol. Par rapport à un sol nu, ça ne peut pas commune mesure. Il y a un certain nombre d'alternatives qui existent qu'on peut mettre à la disposition des acteurs. Mais bien sûr, il faut raisonner. Et nous, dans notre équipe de recherche, notre programme de recherche là, c'est un programme de recherche particulier qui travaille un peu sur des aspects qui tient compte de l'organisation sociale des gens, qui tient compte des aptitudes des gens, qui tient compte des moyens de production des gens. Prenez un agriculteur, un éleveur, il est dans un territoire
il a un certain nombre de superficies où il a des difficultés, il n'a peut-être pas beaucoup, il en a beaucoup. Donc les choix ne sont pas les mêmes. Il a des petits effectifs, il a des gros effectifs, les choix ne sont pas les mêmes. Donc il faut envisager l'adoption de la culture fourragère là sous une forme optionnelle. À la fois la production, donc il y a un certain nombre d'options, donc un certain nombre de cas possibles. Il peut choisir de faire du pois d'Angole parce que c'est ce qui lui convient. Comme il a un petit champ, il veut associer, il veut mettre du niébé dans son maïs, il veut mettre du sorgho. Donc chaque possibilité est une option pour nous qui s'adapte bien sûr à la réalité du producteur en face. Ensuite, il y a la valorisation aussi qui est une autre option. Parce que, comme je vous l'ai dit, il peut décider, moi je veux vraiment le fourrage là, pour juste entretenir mes 4, 5, 6 bœufs de trait dans mon exploitation. On peut envisager avec lui quelles sont les solutions possibles, quels sont les choix, les doubles usages, les fourrages, comment on peut les associer, les complémenter, les associer les uns les autres pour avoir la quantité dont elle a besoin pour nourrir ses animaux pendant la période sèche et l'entrée de la saison où il veut préparer ses choses. S'il veut faire du lait, là aussi c'est un autre raisonnement qu'on va faire avec lui pour voir quelles sont les options de production qui vont avec son option de valorisation qui est l'alimentation des vaches pour avoir du lait au quotidien. Ensuite, en ce moment, on lui dira, bon, si tu as principalement ça plus ça, peut-être que tu vas ajouter une petite quantité de concentré pour que globalement ton rendement laitier soit important. C'est la même manière si on veut faire aussi de l'embouche, en fonction que ce soit de l'embouche de bovins, que ce soit de l'embouche des ovins, les choix sont forcément différents, les volumes sont forcément différents, donc les superficies, les choix des espèces sont aussi différents. Donc c'est comme ça que nous on raisonne avec les agriculteurs et nous accompagnons ce nombre de projets de recherche et développement, effectivement, avec la formation, avec des démonstrations. Bon, on conçoit avec le projet en fonction des orientations que le projet donne. Je vous ai dit parler du ProSol, par exemple, qui travaille sur la question de la protection des sols. On est parti avec eux pour dire, bon, vous allez aligner des cordons pierreux pour renforcer la qualité des cordons pierreux, l'efficacité des cordons pierreux. On va discuter avec les acteurs pour voir quels sont les types d'espèces qu'on peut planter le long des cordons pierreux. Donc ils ont choisi l'andropogone, ils ont choisi le vetiveria, ils ont choisi le pois d'Angole, ils ont choisi le Glycidia sepium. Et ensemble, on exploite ça dans le paysage qu'on peut lancer. Mais c'est des beaux paysages, mais en même temps, qui ont un impact environnemental important parce que ça fixe de l'azote, ça fixe de la matière organique et ça produit du fourrage que les animaux pâturent. Et ça produit également même des matériaux de service que les gens peuvent exploiter. Donc ça, c'est des éléments que nous faisons avec les acteurs. Et, nous discutons et c'est au cas par cas. Ça aussi, ça fait partie de la recherche parce que les gens connaissent la recherche seulement sur la sélection. Alors, les gens ont créé des variétés, ils ont créé des... Non, il y a aussi, au-delà des variétés, le producteur, il est tout à la fois. Il est maïs, il est riz, il est niébé, il est pâturage, il est éleveur. Donc, il faut regarder comment lui, il arrive à intégrer tout ça dans son système pour produire parce que il ne peut pas faire avec seulement le riz. Non, il ne peut pas faire seulement avec le sorgho. Il ne peut pas faire seulement avec le maïs. Il est obligé d'associer les animaux, d'associer le riz, d'associer le niébé. Et c'est un programme de recherche sur la gestion des ressources naturelles et les systèmes de production. Et tout ça, c'est en relation. Si on veut bien comprendre la question de souveraineté alimentaire, il faut bien entrer par là, parce que sinon, si on prend les voies linéaires, les paysans sont parfois perdus. Donc il faut regarder également l'aspect système, parce que bien que le maintien de la fertilité des sols nous recommande de tenir compte et de l'élevage, et de la diversité des cultures, et de leur succession dans le temps et dans l'espace. Donc vous voyez déjà, on ne peut pas être seulement sélection.